Quelles sont les nouvelles évolutions réglementaires? Est-ce que je dois demander à tous mes sous-traitants d'être certifiés Calliope? Ou encore, mais quelles sont les grandes différences qu'il y a entre le guide version 9 et le guide des versions précédentes? Toutes ces questions, on nous les pose tous les jours. Alors, c'est vrai, il est essentiel de bien comprendre que Calliope évolue et que ça devient de plus en plus technique. Dans cette vidéo, nous allons vous aider à y voir plus clair, à comprendre les choses qui concernent les sous-traitants, et nous allons le faire sur deux points. Premièrement, les aspects réglementaires, revenir sur ce qui a changé, à qui ça s'applique et qu'est-ce que cela impose. Et deuxièmement, nous ferons un focus sur le référentiel Calliope, le guide de lecture V9 et la manière dont il faut le décrypter. Restez avec nous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Donc comme je vous le disais, effectivement, le périmètre de ces nouvelles obligations réglementaires est très important. Tout d'abord, il faut penser que nous parlons d'une certaine catégorie des sous-traitants et de pas tous les sous-traitants. Cette catégorie, c'est avant tout les sous-traitants qui interviennent pour le compte d'un donneur d'ordre dans le cadre de formations qui sont référencées sur la plateforme Mon Compte CPF. C'est donc un périmètre initial fondamental de bien comprendre cette dimension. En effet, ce sont ces sous-traitants-là qui sont visés par les textes réglementaires avant tout autre. C'est donc très précis et donc ça ne concerne pas tous les sous-traitants, bien évidemment. Dans cette configuration, on rappelle une chose très importante, c'est que le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'organisme qui va sous-traiter la prestation, reste responsable et doit maîtriser ses sous-traitants. C'est lui qui assure la qualité de la prestation de formation. C'est donc à lui de prendre en charge cette dimension-là et de bien périmétrer le champ d'action du sous-traitant. Pour cela, il va pouvoir utiliser le contrat de sous-traitance. Cette pièce devient une pièce maîtresse, on va en parler très longuement, car c'est elle qui fixe les dimensions et les responsabilités afférentes au sous-traitant. Ce dernier devra s'y conformer et devra respecter scrupuleusement le contrat de sous-traitance qui sera donc la pièce principale d'analyse de la situation. On parle d'ailleurs souvent du contrat, mais on parle aussi du sous-traitant dans ses différentes possibilités d'affichage et de participation à l'action de formation. Là encore, il y a besoin de spécifier le périmètre. Le sous-traitant qui intervient officiellement dans l'action de formation qui est visée par les textes réglementaires est celui qui a un impact important sur la formation et qui va avoir des responsabilités définies dans ce fameux contrat, et ces responsabilités vont être en plein dans le champ de l'action de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs, il y a des spécificités sur les sanctions de la formation, sur la durée, sur le tarif qui va être convenu. Et donc, ce sont des champs précis, tels que ceux qu'on peut trouver lorsque l'on rédige une convention de formation pour un client. Cela veut dire que tous les sous-traitants, ou tous les intervenants plus justement, qui vont intervenir dans une formation ne sont pas concernés. L'intervenant qui vient pour faire un témoignage, ou qui vient pour faire un retour d'expérience, ou qui est là en qualité de personnalité, tout ce type d'interventions ne sont pas concernées au sens propre du décret et des textes par cette notion de sous-traitant. Le sous-traitant qui est concerné, c'est celui qui a un impact sur les objectifs pédagogiques et qui a des responsabilités pleines dans le champ de l'action de la formation professionnelle. Donc ça, c'est aussi un point de détail qui est non négligeable. Enfin, et vous le savez, il y a un point très important, c'est l'apparition dorénavant obligatoire de la certification Calliope pour tous ces sous-traitants que nous venons de citer. C'est la chose principale de ces textes réglementaires qui a fait couler tant d'encre, cette certification Calliope. Attention, encore une fois, il y a des dérogations. En effet, le sous-traitant qui intervient en tant que micro-entreprise, donc sous le régime microsocial avec un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros, va être exempté de cette obligation de certification Calliope. C'est donc très important, car là encore, il y a beaucoup de sous-traitants ou de formateurs qui sont concernés par ce modèle d'entreprise, et du coup, là encore, il y a des assouplissements possibles. Donc vous le voyez, ce ne sont pas tous les sous-traitants qui doivent être certifiés Calliope, mais bien ceux qui ne sont pas dans le régime microsocial ou dont le chiffre dépasse 77 000 euros. Et donc, c'est plutôt des gens qui sont en format entreprise individuelle ou autre type de structure juridique. Donc, c'était quand même important de bien resituer le périmètre d'action de tous ces textes réglementaires, car la cacophonie que l'on a sur les réseaux nous incite à être très pointu et très précis là-dessus. Donc, en résumé,
le contrat et la pièce maîtresse. Les règles pour déclencher la certification Calliope sont encadrées, et ce ne sont pas tous les sous-traitants qui sont concernés, et la sous-traitance est très bien définie, au sens propre du terme, par le contrat et par le lien direct et impactant sur l'action de formation. Alors vous l'avez remarqué, évidemment, maintenant on parle du guide de lecture du référentiel national qualité en version 9, donc ce guide de lecture c'est celui qui est actif maintenant depuis quelques semaines déjà. Il fait suite au guide de lecture en version 8 qui avait apporté énormément de précision et de clarification. Pour nous les experts de la certification, c'était vraiment quelque chose qui était très attendu, et ce référentiel version 8 était vraiment pour nous l'assurance de la mise en place et de la précision de certains indicateurs, et donc de la bonne préparation des audits par rapport à toutes ces innovations. Donc le référentiel n'a pas trop évolué, le guide de lecture est maintenant en version 9, et cette version 9 intègre justement des dimensions qui n'étaient pas présentes dans la version 8, puisque l'on va faire une place très importante à la notion de sous-traitance. Là encore, des précisions sont importantes. Le référentiel et son guide de lecture en version 9 donne une explication sur la manière dont doivent être auditées des prestations qui ont été réalisées en sous-traitance pour le compte d'un autre donneur d'ordre. Autrement dit, le guide de lecture permet à un organisme de formation de se préparer sur la base des formations qu'il a exécutées en son nom, mais également de se préparer lorsque l'on est en qualité de sous-traitant pour le compte d'un autre organisme de formation. Et ces dimensions de différenciation de la manière dont va être auditée la prestation qui a été effectuée en sous-traitance, vous la retrouvez ici, dans ces petits cadres, en bas, dans le guide de lecture, qui indique spécifiquement comment l'indicateur en question va être approché par l'auditeur dans le cadre de la prestation qui a été effectuée en sous-traitance pour le compte d'un autre donneur d'ordre. Donc c'est assez technique parce qu'il faut lire le référentiel et le guide de lecture avec un œil un petit peu averti, comprendre l'exigence, le niveau attendu qui sont sur le haut du guide de lecture dans chaque indicateur, mais bien entendu prendre en considération que lorsqu'on intervient en sous-traitance pour le compte d'un autre organisme de formation, s'applique une partie du cadre en bas, c'est-à-dire la notion de sous-traitance. Par exemple, il y a certains indicateurs du référentiel qui ne vont pas s'appliquer. L'indicateur numéro 1, l'indicateur numéro 2, l'indicateur numéro 3, parce qu'on considère que lorsque l'on est en tant que sous-traitant, ce n'est pas nous qui allons afficher notre programme et le contenu de notre formation. C'est notre donneur d'ordre. C'est dans cette logique-là que les indicateurs 1, 2 et 3 ne sont pas auditables lorsque l'on est audité sur de la sous-traitance. On peut être audité en tant que sous-traitant à 100%, ou on peut être audité sur la base du travail que l'on fait en direct avec ses clients, mais aussi sur une prestation que l'on a exécutée en tant que sous-traitant pour le compte d'un autre donneur d'ordre. Donc les audits vont avoir des géométries variables, c'est aussi le sens du guide de lecture dans sa version 9, c'est aussi une forme d'adaptabilité de l'audit et de l'auditeur dans son approche, en prenant en considération justement les particularités des formations qui sont dispensées, soit en son nom, soit éventuellement en tant que sous-traitant, soit les deux, puisque c'est un modèle qui est fréquent. Et bien entendu, une chose très importante, c'est que le guide de lecture dans sa version 9 comporte en préambule, en page 3, un chapitre entier qui trace méthodiquement et précisément les attendus qui reviennent aux sous-traitants, et donc la définition exacte de la sous-traitance et de la certification Calliope dans le cadre de la sous-traitance, il y est spécifié. Bien entendu, cela fait le lien avec les textes réglementaires dont on a parlé dans notre précédente séquence. Je vous invite à télécharger sur notre site web les différentes ressources. On vous mettra le lien en commentaire, car nous avons bien entendu tous les référentiels et tous les textes importants en termes de textes réglementaires à disposition sur le site web RELTeam. Donc n'hésitez pas à les télécharger. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous en rappelle les 3 points essentiels. 1. Le contrat. Il est essentiel de border le contrat de sous-traitance qui a des vertus juridiques, mais qui a aussi des vertus et une importance prépondérante dans la démarche qualité. Deuxièmement, rappelons-nous que le périmètre libellé autour de cette démarche des sous-traitants concerne avant tout ceux qui interviennent en formation dans
les sous-traitances dans le cadre de mon compte CPF. Et on parle essentiellement de ça. Troisièmement, dans le guide de lecture V9, justement, on explique comment l'auditeur va se comporter et comment les formations qui sont effectuées pour le compte d'un donateur vont être auditées. Et c'est cette nuance-là et cette subtilité-là qu'il faut bien comprendre, car tout est basé là-dessus. Je vous invite à vous référer aux textes réglementaires. Ils sont nombreux, bien écrits, mais ils sont maintenant d'actualité et les décrets viennent de rentrer en application. Je vous remercie, je suis à votre disposition et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Qualitips qui vous donne toujours un tips d'avance.